Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire, toujours en compagnie de votre guide des couloirs du temps. Eh bien, on va continuer donc cette série sur la guerre de l'Ogaden. Alors après avoir vu les origines du conflit, les armées qui vont s'affronter, et la première phase du conflit, à savoir la guérilla, et qui s'est terminée par un échec du côté somalien, eh bien, on va entrer là dans le vif du sujet, à savoir les opérations de cette guerre conventionnelle. C'est donc le 13 juillet à 3 heures que les troupes somaliennes franchissent la frontière au sud-est de l'Ogaden. 2 brigades blindées et 3 brigades mécanisées de la 60e division progressent en direction de Godé. Alors le plan développé par le chef de l'état-major somalien, le général Mohamed Nourgalel, prend en compte une donnée essentielle. En s'attaquant à l'Éthiopie, la Somalie s'en prend à un pays aux ressources supérieures et dont la population est au moins 7 fois plus grande. La Somalie à l'époque c'est 5 millions d'habitants, l'Éthiopie c'est 35 millions. Donc on a vraiment l'attaque de David contre Goliath. L'armée somalienne n'a donc pas les moyens d'une guerre longue. Elle n'a accumulé d'ailleurs assez de vivres et de munitions que pour seulement 6 mois. Ce doit donc être une guerre éclair qui vise le contrôle de l'Ogaden en 60 jours. Alors pour cela, l'attaque est menée depuis 2 fronts, au sud et à l'est. L'objectif de ce dispositif étant triple. Il s'agit d'abord, et ça on l'a déjà vu, de disperser la défense éthiopienne, mais également de pouvoir s'emparer le plus rapidement possible de Godé, qui est quand même le 2e aéroport du pays et situé à une distance raisonnable de la frontière. L'objectif de ce dispositif, il est aussi logistique. Cela permet d'éviter la surcharge d'un seul axe et de diviser le poids de cette logistique et de la répartir sur 2 routes, celle de Mogadiscio et celle du port de Berbera, facilitant ainsi le ravitaillement des unités. Alors tout ceci, c'est de la stratégie, mais d'un point de vue tactique, les Somaliens appliquent en partie la doctrine soviétique, des assauts mobiles combinés avec des barrages d'artillerie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que durant les premiers jours de la guerre, les soldats somaliens littéralement se baladent. Les colonnes progressent vite et franchissent plusieurs centaines de kilomètres, donnant des airs de blitzkrieg. Alors il faut dire que les troupes somaliennes bénéficient mécaniquement de la supériorité numérique liée à la concentration, qu'elles entrent dans un territoire dont l'essentiel est déjà contrôlé par les guerriers du FLSO, qu'elles y bénéficient du soutien de la population locale qui est d'origine somalienne. De plus, le général Nourgalel, à l'instar de ce que Guderian a fait avec ses panzers durant la campagne de France en 1940, avait ordonné à ce qu'on ne se préoccupe pas de la sécurisation des flancs des axes de progression, évitant ainsi une perte de temps et permettant une plus grande mobilité. Enfin, la résistance des Éthiopiens, en dehors des villes, est inexistante. Or, ces villes sont trop distanciées les unes des autres pour pouvoir s'appuyer mutuellement. Ce qui laisse en fait aux blindés somaliens tout le loisir de manœuvrer entre ces points forts, de les isoler et de les pilonner. D'autant plus que les troupes éthiopiennes ne disposent que d'une faible artillerie. Ça, c'est un enseignement que les Somaliens ont pu apprendre lors de l'échec de la guerre indirecte précédemment. La guerre se concentre donc très vite sur ces villes dont les combats ont connu des déroulements assez différents, on va voir ça. Donc la première d'entre elles, c'est God, située à 150 km de la frontière, qui était aussi un objectif stratégique intermédiaire de l'armée somalienne, défendue par la 5e brigade de la 3e division. La ville est bombardée dès le 13 juillet par l'aviation somalienne, puis par l'artillerie, dès lors que les troupes sont apportées. Alors avant que ce soit le cas, le gouvernement d'Addis Abeba a eu le temps d'y expédier en renfort la 79e brigade de la milice ainsi qu'une section du 219e bataillon de la division Nebelbol, cette fameuse 5e division. Alors malgré ces renforts, la garnison finit par céder le 25 juillet face aux troupes menées par le colonel Abdullah Askar,
surnommé par la suite le Lion de God. Alors, la 79e brigade est virtuellement effacée de la carte, avec selon Cooper 1900 tués et blessés. Et en ce qui concerne la 5e brigade, les informations par contre la divergent. Selon Mantoux, seuls 489 des 2530 hommes parviennent à gagner Harar, mais selon Cooper, elle parvient plutôt, elle, à se replier après avoir subi seulement 79 tués. Donc là, il y a sûrement un problème d'interprétation des chiffres. Mais toujours est-il que cette bataille de God constitue la première grande victoire de Siad Barre, dont il en résulte un énorme bulletin, comme nous le montre ce reportage, tourné après la capture de la ville. Déjà, on peut constater que le reporter ici s'expose devant plusieurs M113, un blindé transport d'infanterie dont les troupes éthiopiennes en possédaient des dizaines. La capture d'un parc important de ce type de véhicule est d'ailleurs confirmée par cette photographie, elle aussi prise à God, et qui montre une demi-douzaine de ces M113. Alors, parmi les prises figurent également des M41 Walker Bulldog, le premier, là que vous voyez ici, ayant perdu sa chenille. Le second semble avoir été abandonné précipitamment. Voici un canon Beaufort. They left a feast of unused American-supplied rockets and bombs, and beyond. Et à tout ceci s'ajoute un stock de munitions dont la provenance est pratiquement la même que celle des armes, enfin vous l'aurez compris. For though that bond of alliance has now been broken by the Ethiopians, there was no sign here that the new Soviet replacements had started to get through when Gode fell 6 weeks ago. Enfin, ce reportage montre que la chute de la ville s'est accompagnée de la première capture non négligeable d'hommes et que cette photographie du livre de Tom Cooper illustre également. For thousands of their colleagues have now died, or like them been captured in Ethiopia's wars, both here and in Eritrea to the north, is now surmounted by a liberation soldier. In our 500-mile tour of the Ogaden, we saw no sign of an Ethiopian presence, just the aftermath of their leaving. The key to the Ethiopian collapse in the Ogaden lay here at Gode. 120 miles from the Somali border, it was, amid the poverty of the region, a palatial airbase, with a runway big enough to land a jumbo. En ce qui concerne les autres villes, elles tombent plus ou moins rapidement. À Kebridar, la 9e brigade résiste un peu avant de recevoir l'ordre de se retirer sur Harar. Par contre, à Degebourg, la 11e brigade, elle, refuse d'abandonner sa garnison et offre une plus forte résistance, si bien qu'il faut attendre la fin juillet pour voir la ville sous contrôle somalien, et avant ça, les survivants avaient eu le temps de fuir vers Jijiga. Enfin, entre le 30 juillet et le 8 août, vous avez plusieurs villes où étaient basées des garnisons secondaires qui sont conquises avec très peu de combats, Delo, Filtou, El Kéré, etc. Alors si la prise tardive de Degebourg ne constitue pour l'armée somalienne qu'un contretemps, en revanche, ce sont carrément des signes d'essoufflement qui se font déjà sentir au nord. La 26e division avait franchi la frontière et atteint Aïcha le 16 juillet, et la ville a été prise d'assaut le 17. Alors par contre, ce que ne disent aucun des auteurs, c'est si la ville a été capturée ou pas. Ça reste dans le flou. Le même jour, c'est-à-dire le 17 juillet, ce sont 3 bataillons motorisés qui lancent enfin l'assaut sur Dire-Dawa, une ville de 70 000 habitants, défendue par la 24e brigade de la 5e division Nebalbal, ainsi que le 75e bataillon le 752e bataillon du 75e régiment de la milice, qui venait d'arriver, je crois que c'était 2 jours avant, et le 4e bataillon d'artillerie. Alors, la bataille se déroule assez mal pour les Somaliens qui sont repoussés. Il y aurait eu donc 79 tués du côté éthiopien et le double du côté somalien. Un petit peu plus au sud, sur la route principale, c'est le gros des forces de la 26e division somalienne qui entre dans le territoire éthiopien, mais très tardivement.
puisqu'il faut attendre le 27 juillet pour que les troupes de celle-ci franchissent la frontière. Et encore, elle ne fait pas grand-chose, puisque elle atteint la commune de Tougouajale, où elle nettoie la communauté des quelques unités de police qui pouvaient s'y trouver. Mais bon, cette commune se trouve quand même à plus de 65 km à l'est de Jijiga, donc il n'y a pas le feu au lac. Donc, de ce côté-ci, ça va plutôt bien pour le DERG, qui du coup se permet d'envoyer la 79e brigade de la milice et une section du 219e bataillon de la division Nebelbal, non pas dans ce secteur, mais au sud, à God, où ça on l'a déjà vu, à ce moment-là ça allait très mal. Bon, des renforts qui, maintenant vous le savez, ont été envoyés vainement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet échec de l'armée somalienne à Dire Dawa est un peu, si vous voulez, précurseur des difficultés que les troupes de la Corne africaine vont désormais rencontrer. Car si l'Ogaden est là pratiquement conquise à ce moment-là, reste tout de même ce grand môle défensif que constitue le triangle Jijiga, Harar et Dire Diwa, auquel les Somaliens vont désormais se heurter, et cette fois-ci sans pouvoir bénéficier de l'effet de surprise. Dans les airs aussi, les premières semaines du conflit sont également riches en enseignements. Je vous ai parlé tout à l'heure de guerre éclair, et évidemment, quand on parle de guerre éclair, de Blitzkrieg, vous avez sûrement une imagerie de la Seconde Guerre mondiale qui se met en route avec des Stuka qui attaquent des axes de communication et des convois de troupes, des bombardiers bombardant les infrastructures stratégiques et les aéroports pour détruire les avions qui s'y trouvent. Oui, mais là, ça sera pas le cas du tout. Les Somaliens ont bien engagé un bombardier Ilyushin 28 durant l'attaque sur Dire Dawa, mais les pilotes manquaient tellement d'expérience qu'ils ont largué leurs bombes en haute altitude, et celles-ci sont tombées très loin devant les positions adverses, remuant sûrement du sable ou devant détruire des nids de fourmis, je ne sais pas s'il y a des fourmis là-bas d'ailleurs, mais en tout cas ne faisant aucun dégât. Les aviateurs somaliens ont bien effectué une cinquantaine de sorties durant les premiers jours, mais aucune n'a débouché sur un engagement avec les forces aériennes éthiopiennes. Le 14 juillet, on a bien un chasseur F-5 qui a été abattu par un missile SA-7, qui d'ailleurs n'a pas explosé mais a occasionné suffisamment de dégâts pour obliger le pilote à s'éjecter, et ce dernier est parvenant à regagner Dire Dawa, mais toujours pas d'attaque d'aérodrome, ni même d'engagement direct. C'est quand même con quand même, hein. On est censé être dans une guerre éclair, alors quand est-ce qu'ils vont péter la gueule aux aérodromes et puis aux avions adverses là Alors pourquoi est-ce que finalement la Somalie n'a pas fait ça déjà, il suffit de regarder les effectifs du seul escadron de bombardiers que possède la Somalie. 3 Ilyushin 28, 3 bombardiers pour écraser un aérodrome ennemi ou paralyser économiquement un pays, c'est un peu short quand même. Alors, dans la journée du 21 juillet, une semaine après le début de la guerre, enfin une attaque sur la base aérienne d'Harar, mais qui finalement ne débouche sur la destruction que d'un seul C-3, un avion de transport. Et pas grand-chose, hein. Pourtant, la Somalie possède bien 2 dizaines de chasseurs-bombardiers MiG-21, mais là encore, il y a 2 éléments qui font qu'ils ne sont pas utilisés dans ce cadre. Alors, d'une part, chacune des 2 nations confie à son aviation un rôle tactique qui ne favorise pas l'affrontement direct. Du pur soutien des troupes au sol côté somalien, et côté éthiopien, ce sont des opérations de ravitaillement pour des garnisons isolées, dans laquelle finalement intervient essentiellement l'escadron de transport. Ce fut d'ailleurs à cette occasion qu'on voit le premier combat aérien, le 21 juillet, cette même journée de l'attaque de l'aérodrome. On a un C-19 et un C-47 qui ont la mission de ravitailler la garnison de Gelaldin, ou de Gelaldin, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais ces derniers sont interceptés par 2 MiG-17 qui mitraillent le C-47, le forçant à atterrir dans le désert. Pour la petite anecdote, l'équipage sera capturé dans les jours qui suivent. Alors, la perte de ce C-47 a amené l'état-major éthiopien à décider d'escorter les avions de transport. Et c'est justement à l'occasion d'une autre de ces missions de transport, le 24 juillet, que l'on voit cette fois-ci le premier combat entre chasseurs.
Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même du deuxième facteur qui fait que les Somaliens n'étaient pas très chauds pour s'attaquer directement aux aérodromes adverses. Donc on a des avions de transport dont la mission était de ravitailler une base isolée, sauf que la base radar éthiopienne de Karamara, située près de Jijiga, s'aperçoit que 2021 s'apprête à intercepter ce transport. Donc elle lance l'alerte et fait décoller deux F-5 dans l'objectif de s'interposer avec ces 2021. On va avoir là en fait un combat doublement symbolique parce qu'il s'agit du premier combat entre chasseurs de cette guerre, mais aussi le premier combat entre ces deux types d'appareils. Et on peut dire que ce combat tourne très court parce que vous avez l'un des MiG-21 qui va prendre la fuite et l'autre qui va être abattu par un certain Petros, qui devient ainsi l'auteur de la toute première victoire dans l'histoire des forces aériennes éthiopiennes. Chapeau le gars quand même. Et cela représente en même temps la victoire d'un chasseur américain avec un pilote entraîné par les États-Unis contre un appareil soviétique avec un pilote entraîné par l'URSS. Et le lendemain, rebelote, 4 MiG-21 vont affronter 3 F-5, parmi lesquels on va trouver un certain Lages Tefera, dont on va beaucoup parler par la suite. Et lorsque ces 4 MiG-21 voient les 3 F-5, ils tournent les talons, si bien qu'on a une poursuite. Alors d'un côté, il va y avoir un des MiG-21 qui va être poursuivi par, les deux coéquipiers de Lages Tefera, et lui-même poursuivant un autre MiG-21. Alors les deux autres MiG-21, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais en fait, ils vont se séparer et partir chacun de leur côté. Et là, au moment où Lages, lui, pique vers le haut, en fait, il assiste à un truc, mais invraisemblable. Les deux MiG-21, après avoir fait leur tour de 180 degrés, vont tout simplement entrer en collision. Et ouais, et c'est comme ça. Alors du coup, Lages, lui, poursuit donc l'un des deux MiG-21 qui reste. Et le MiG-21, en fait, le pilote perd le contrôle et il s'écrase. Et le dernier qui est poursuivi par ses deux coéquipiers, eh bien, il est abattu à coup de canon de 20 mm. Et ainsi s'achève ce grand affrontement par un 4-0. Alors vous allez me dire, c'est déjà lourd comme défaite, mais attendez, c'est pas terminé, parce que du coup, vous allez avoir 4 MiG-17 qui se disent on va peut-être partir à la rescousse, et puis on va se joindre à la mêlée. Donc vous avez les 4 MiG-17 qui arrivent, et puis il y en a 2 qui sont abattus par Lages à l'aide de ces missiles. Bonjour, merci d'être venu, au revoir. Et du coup, Lages, en une journée, il devient le premier as de guerre, puisqu'il a abattu 3 appareils. Alors pas 5, parce que il faut pas déconner, ils allaient sûrement pas comptabiliser ceux qui sont entrés en collision, mais n'empêche que c'est suffisant pour en faire un héros de guerre du côté éthiopien. Alors, au 25 juillet, si on fait le bilan, côté éthiopien, il y a un C-47, un F-5 et un C-3 qui ont été abattus. Autrement dit, 2 avions de transport et un chasseur. Côté somalien, on en est à 8 MiG-21 et 5 MiG-17. Autrement dit, 13 chasseurs. Et le bilan va continuer à s'alourdir dans les jours qui suivent. Le 26 juillet, c'est un nouveau MiG-21 qui était abattu après avoir tenté d'intercepter un C-47 dans une opération de ravitaillement. Le même jour, un autre MiG-17 est abattu par la flak au-dessus de la passe de Karamara. Et un autre MiG-21 est abattu par un F-5 à l'est de Dire-Dawa. Vous voyez que le bilan, il n'est pas seulement lourd là, il devient totalement disproportionné. Et ça, c'est dû au deuxième facteur que j'espère vous avez deviné, c'est qu'on a en fait des pilotes somaliens qui manquent d'expérience. Comment ça se fait qu'on a des pilotes de bombardiers qui larguent leurs bombes à côté, des chasseurs qui entrent en collision entre eux? Enfin, c'est pas possible ça. Donc, non seulement ils manquent d'expérience, mais en plus, ils font face à une aviation éthiopienne qui possède des aviateurs bien plus expérimentés et en plus qui possède un chasseur qui, lui aussi, est supérieur. Le F-5 surpasse le MiG-21. Il est plus manœuvrable et plus rapide. Donc au final, tout ça fait que le bilan, il n'est pas surprenant. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.
et qui vous aura donné l'envie de poursuivre cette série. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour le prochain épisode. Et si vous aviez un peu de temps avant, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à tout de suite, et d'ici là, longue vie et prospérité.